Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. 1er avril 2013. Un ours polaire, sur un morceau de banquise dérivant le long de la rivière Moskova, se dresse devant les murs rouges du Kremlin. Un poisson d'avril? Non. Un membre déguisé de l'association écologiste Greenpeace. À ses pieds, 2 panneaux arborent en anglais les mentions « Help »,« Au secours » et « Arctic not for sale », l'Arctique n'est pas à vendre. L'objectif de cette mise en scène insolite est d'attirer l'attention sur le projet de prospection en mer de Barents des groupes pétroliers Rosneft et Statoil, qui pourrait, selon l'organisation, endommager le terrain de chasse de celui qui est considéré comme un mammifère marin tout en étant le plus imposant carnivore terrestre. Plus largement, elle vise à protester contre la course aux ressources naturelles qui s'instaure en Arctique, la terre des ours en grec ancien, malgré des conditions difficiles d'exploitation et des risques environnementaux concomitants. Le temps d'être filmé et photographié, le faux animal et vrai militant est vite capturé puis relâché par la police. 6 mois plus tard, le 19 octobre 2013, la flamme olympique vient pour la première fois réchauffer le pôle Nord dans le cadre des préparatifs des Jeux de Sotchi 2014 en Russie dont l'une des 3 mascottes est aussi un ours blanc. Sur place, 11 personnes se succèdent pour porter le précieux étendard qui incarne des valeurs pacifiques et universelles. Toutes se distinguent par leurs études scientifiques sur la région et sa préservation. Mais toutes se distinguent aussi par leur appartenance respective à 8 pays dont elles arborent solennellement les drapeaux. Le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Norvège, la Russie, la Finlande, l'Islande et la Suède. La flamme olympique, emmenée symboliquement à travers la banquise par le brise-glace nucléaire le plus grand du monde, le 50 Let Pobedi, 50 ans de la victoire, n'éclaire pas seulement la nuit polaire. Elle met en lumière la volonté d'appropriation de l'Arctique par ces États qui ont la particularité d'être les seuls à avoir un pied dans le cercle polaire, et même pour les 5 premiers, dans l'océan glacial. La réponse qu'ils donnent au message associatif est donc claire. Personne ne dictera leur conduite dans ce qu'ils entendent faire leur chasse gardée. Le seigneur de l'Arctique, comme est appelé parfois l'ours blanc en Russie, n'est plus maître en son royaume, dont les contours sont encore débattus. L'Arctique est, comme l'Europe, une construction intellectuelle à partir d'un espace physique mal déterminé qui inclut l'océan glacial et ses environs et dont la réalité varie selon les critères choisis. Suivant l'évolution annuelle de la superficie de la banquise, la terre des ours est tantôt un monde terrestre qui relie l'Asie et l'Amérique, tantôt un monde marin qui les sépare. Les frontières sont donc créées artificiellement par convention, en tenant compte de considérations géographiques ou sociopolitiques. Le programme de contrôle et d'évaluation de l'Arctique a établi un compromis et inclut une partie des espaces qui possèdent un climat intermédiaire entre tempéré et polaire. La région arctique recouvre de la sorte les mers ainsi que les terres continentales et insulaires des 8 pays cités qui s'étendent vers le pôle depuis, grosso modo, l'extrême nord de l'Amérique, de l'Eurasie, de l'Atlantique et du Pacifique. Cet engouement nouveau pour ce qui semble être un simple désert de glace plutôt hostile à l'être humain est dû à un phénomène, le réchauffement climatique. Autour du plus petit des océans, les bouleversements sont les plus sévères et les plus rapides de la planète. Pourtant, alors qu'ailleurs le processus est plutôt dénoncé et craint, les perspectives économiques le rendent ici attractif auprès des États et des entreprises d'extraction et de transport. En effet, à mesure que la banquise recule après avoir déjà perdu un tiers de sa surface en 30 ans, les possibilités de navigation commerciale s'intensifient et les ressources naturelles deviennent accessibles. Minerais, pêche et combustibles fossiles, les profits en jeu sont considérables, quoique se basant sur des données perfectibles. Toutes ces richesses n'intéressent pas seulement les pays limitrophes et attirent l'œil de la plupart des grandes puissances, comme la Chine ou l'Union européenne (UE). Derrière pareilles attentes et affluences, surgissent rivalités et risques. En se retirant, la glace libère des eaux dont le statut juridique n'a pas été défini et que les 5 riverains de l'océan s'empressent de revendiquer pour bénéficier de droits exclusifs d'exploitation. Leurs prétentions s'accompagnent de démonstrations de force, menaçant la stabilité de la région. Néanmoins, c'est surtout son équilibre écologique qui est en danger. L'impact de la hausse des températures se ressent déjà localement et pourrait se doubler, en l'absence d'application de standards de protection élevés, d'une pollution liée aux activités envisagées.
Or, de tels désordres ne concernent pas uniquement la région et ses 4 millions d'habitants, dont 10 à 15% d'autochtones qui tentent de préserver leur mode de vie traditionnel. Leur isolement n'est qu'apparent. Le climat et l'environnement arctique ont une influence sur le reste du monde. Modifier leur situation, c'est en partie changer celle de la planète. Le défi est donc de trouver le juste milieu entre l'exploitation d'un territoire, déjà en marche, et sa protection qui se fait attendre, tout en composant avec les positions concurrentielles des États. C'est un sujet qui intéresse la géopolitique en tant qu'étude des rapports entre la géographie physique et humaine, et les comportements et projets des acteurs internationaux, en intégrant les données de divers champs disciplinaires. En l'occurrence, il s'agit tout d'abord de montrer comment l'Arctique est passé d'un enfer blanc énigmatique à un nouvel Eldorado convoité. Les enjeux concourant à cette transformation doivent ensuite être convenablement évalués afin d'en mesurer la portée sur l'environnement. C'est seulement sur cette base que pourront être appréciées la pertinence et la performance des moyens mis en œuvre par les gouvernements pour organiser le développement durable de la région. Des propositions seront alors formulées afin de remédier aux faiblesses constatées et d'encourager les acteurs impliqués à approfondir leur coopération. Partie 1. Le mythe de l'Eldorado polaire. Chapitre 1. La conquête du Nord. La conquête de l'Arctique ne s'est pas faite en un jour. Elle n'est d'ailleurs pas terminée. Il faut dire que son inhospitalité naturelle n'invite pas à y entrer, et encore moins à y rester. Pourtant, des motivations suffisantes ont été trouvées au cours de l'histoire pour affronter le froid, le vent, les glaces et l'obscurité. Avant d'exposer celles qui font l'actualité internationale, un retour en arrière s'impose pour mieux les appréhender. L'Arctique a déjà été au centre de l'attention, en tant que contrée inexplorée et en tant que théâtre d'observation scientifique. Les explorations géographiques. Alors que l'être humain a toujours été absent du continent antarctique, il a su s'installer à proximité du pôle Nord pour y vivre. Très tôt même. Pendant le Néolithique, le détroit de Bering est recouvert par la banquise et forme un pont entre la pointe orientale de la Sibérie et l'Alaska. Il est franchissable à pied en quelques jours. De petits groupes de chasseurs l'empruntent et quittent l'ancien monde pour le nouveau, bien avant Christophe Colomb. Ils investissent progressivement l'archipel canadien, le Groenland et les îles Aléoutiennes, traquant les troupeaux de bœufs musqués, les phoques et tout autre animal pouvant servir de nourriture. Les ancêtres des peuples autochtones actuels de l'Arctique sont donc installés depuis très longtemps, lorsque les civilisations européennes commencent à convoiter cet espace. A. La découverte des territoires insulaires. À la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, tandis qu'Alexandre le Grand s'empare du monde connu, un massaliote nommé Pythéas décide de mettre le cap au nord et de s'aventurer aux confins de l'Écoumène. Motivé par le commerce de l'ambre et de l'étain, il souhaite aussi vérifier que la Terre est ronde et que son axe de rotation est incliné. De son témoignage, seules quelques bribes nous sont parvenues. Dépassant la Grande-Bretagne, il aborde un pays où la nuit noire n'existe pas, Thulé. Le décor décrit par-delà ressemble à la banquise. Il n'existe plus de terre proprement dite, ni de mer ni d'air, mais un mélange fait de ces choses, semblable aux poumons marins, dans lequel il dit que la terre et la mer et toutes choses sont comme en suspension, comme si ce quelque chose était un lien entre tous les éléments ne permettant ni de marcher ni de naviguer. En atteignant le cercle polaire, Pythéas est persuadé d'être face aux limites de la navigabilité et rebrousse chemin. L'existence de la mystérieuse Thulé est immédiatement controversée. Il reste difficile d'établir à quel territoire elle correspondrait. Les Féroé, Shetland, Jan Mayen ou encore le Groenland ? L'Islande est souvent citée. Selon les manuscrits médiévaux du Landnámabók, qui détaillent la colonisation de cette île par les Scandinaves, le premier d'entre eux à y avoir vécu est le Suédois Garard Svavarsson. Vers 864, une tempête fait dériver son navire sur la côte d'un territoire enneigé. Curieux, le Viking décide d'en faire le tour et se rend compte de son insularité. Il y bâtit une maison pour passer l'hiver, puis les beaux jours revenus, rentre au Danemark pour narrer son récit. Quelques années plus tard, le pirate norvégien Floki Vilgersson retrouve l'île de Garard en utilisant un ingénieux stratagème.
Lorsqu'il pense être à proximité, il relâche un corbeau afin de voir s'il se dirige vers l'endroit cherché ou revient sur le bateau. Le troisième envol est le bon. Face aux fjords qui s'étendent à perte de vue, Floki rebaptise l'île en Islande, littéralement pays des glaces. Mais s'il trouve la terre belle, il la juge sans valeur et retourne en Norvège décontenancé. Son amertume n'atteint pas Ingolfur Arnarsson, qui part peu avec sa famille pour entrer dans l'histoire comme le premier Scandinave à résider de manière permanente en Islande. Vers 982, alors que l'Islande est déjà peuplée, Éric Thorvaldsson, surnommé Éric le Rouge à cause de sa couleur de cheveux, en est banni pour meurtre. Ne sachant pas où se réfugier puisque son père avait déjà été exilé de Norvège, la nécessité le contraint à se rendre au Groenland, aperçu quelques années auparavant par le navigateur norvégien Gunnbjørn Ulfsson et sur lequel son compatriote Snabjørn Galti tenta sans succès de s'installer. Éric le Rouge explore longuement le territoire et constatant qu'il est possible d'y vivre, invite les Scandinaves à venir. Ainsi naît officiellement Groenland, le pays vert en danois, dont il devient le premier chef politique. La colonisation se poursuit jusqu'à la fin du XIVe siècle, où elle s'achève vraisemblablement en raison d'un refroidissement climatique et d'affrontements avec les Inuits présents depuis le Néolithique. Les Scandinaves disparaissent lorsque le Nouveau Monde est découvert. Plus à l'est, la primeur de la découverte du Svalbard, un vaste archipel situé à la limite de l'Arctique et de l'Atlantique au nord de l'Europe, est l'objet de polémiques. L'archéologue suédois Hans Christiansson pense que la présence humaine remonterait à la fin de la préhistoire en raison des silex et des objets en ardoise retrouvés sur place en 1955. Les historiens norvégiens rétorquent que la primeur reviendrait à des marins islandais débarqués sur l'archipel en 1194, leur thèse s'appuyant sur la mention du Landnámabogdin, pays aux côtes froides, accessible au bout de 4 jours de voile depuis l'Islande, le Svalbardie. Certains de leurs homologues russes estiment enfin que des Pomors, des colons russes qui vivaient dans le bassin de la mer Blanche, auraient visité l'île dès le XIVe siècle avant qu'elle ne sombre dans l'oubli. Ces 3 hypothèses ne rencontrent toutefois pas de consensus, car les preuves qui les soutiennent restent minces. La première observation incontestable du Svalbard est ultérieure. Elle est effectuée en 1596 par le Néerlandais Willem Barent. Il baptise alors l'île principale Spitsbergen référence à ses sommets escarpés, et son nom sera donné à titre posthume aux eaux qui la bordent. Au cours de son périple, il est contraint d'hiverner en Nouvelle-Zambie, un archipel grand comme le Portugal et abritant des populations nénètes. Dans les décennies qui suivent, le Svalbard sert de refuge aux baleiniers. La recherche incessante de nouveaux terrains de chasse manque de provoquer l'extinction du mammifère marin, mais facilite l'expansion des connaissances topographiques de la région. Les pêcheurs cèdent ensuite progressivement leur place aux scientifiques et au début du XXe siècle, les compagnies des puissances environnantes se bousculent pour extraire le charbon du territoire insulaire. Il en découle une originalité juridique. Lorsque la souveraineté de la Norvège est reconnue par le traité du Spitsberg, le 9 février 1920, un droit égal d'exploiter les ressources naturelles est ouvert aux États parties. Au large du littoral sibérien, les territoires insulaires sont découverts plus tardivement. Les premiers renseignements sur la Nouvelle-Sibérie, vaste ensemble de 13 îles réparties sur 29 000 km² entre la mer de Laptev et la mer de Sibérie orientale, sont rapportés par les Cosaques Permiakov-Yakov et Vagin-Mercury dans les années 1710. Son exploration est approfondie 6 décennies plus tard par un marchand russe, Ivan Lyakov, motivé par l'abondance d'ivoire et d'ossements de mammouth. Le commerce, pour ne pas dire la contrebande, joue un rôle déterminant dans la cartographie arctique. Placée entre le Spitzberg et la Nouvelle-Sibérie, la terre François-Joseph, qui comprend pourtant 191 îles totalisant plus de 16 000 km², n'est officiellement repérée qu'en 1873. C'est même un hasard, puisque le navire de l'expédition austro-hongroise au pôle Nord conduite par Julius von Payer et Karl Weyprecht, le Tegethoff, dérive dans les glaces quand ils l'aperçoivent. Les îles sont nommées au fil des missions suivantes, avant que l'intégralité de l'archipel soit annexée par l'URSS en 1929, au mépris des revendications norvégiennes. Quasiment recouvert par les glaces, il demeure aujourd'hui inhabité et fait partie du parc national de l'Arctique russe créé en 2009. Un permis délivré par les autorités est par conséquent exigé pour le visiter. En 1820,
Le baron Ferdinand von Wrangel est chargé de trouver une terre aperçue à proximité du détroit de Bering. Les vols d'oiseaux concordant avec les témoignages des populations locales tchouktches, il circonscrit ses recherches mais échoue à les faire aboutir. L'île, de plus de 7600 km² et située à seulement 140 km de la Russie, n'est identifiée qu'en 1867 par le baleinier nord-américain John Delon. Il la nomme Wrangelen, mémoire de celui qui consacra près de 4 ans à sa recherche. En 1929, l'URSS fonde une colonie permanente sur l'île, après avoir expulsé une petite communauté inuite installée par les États-Unis pour faire valoir leurs prétentions. Le conflit de souveraineté est implicitement résolu par le traité frontalier de 1990 signé entre les deux puissances. L'île Wrangel fait partie, avec l'île Herald située à 60 km à l'est et découverte en 1849, d'une réserve naturelle inscrite au patrimoine mondial depuis 2004. Ces dernières décennies, l'essor de l'imagerie aérienne et spatiale a permis d'identifier des îlots qui avaient échappé aux yeux des navigateurs. En 1976, le programme d'observation par satellite de la NASA, le Landsat, a repéré une petite île au large de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. Lors de la vérification de son existence sur le terrain, le docteur Franco échappe de justesse à une attaque d'ours polaire dont la fourrure le dissimulait dans la blancheur environnante. En souvenir de cette rencontre fortuite, l'appellation l'île de l'ours fut proposée mais celle d'île Landsat lui fut préférée. Encore récemment, en décembre 2013, un îlot a été aperçu par des hélicoptères russes dans l'archipel de Nouvelle-Sibérie. Il a été baptisé avec humour Yaya car lorsque les pilotes se sont demandé qui l'avait vu en premier, chacun s'est écrié « Moi. Moi. Moi en russe, Ya. Ya. Ya ». Son apparition résulterait d'une activité géologique intense intervenue il y a une 50aine d'années et qui aurait simultanément fait disparaître d'autres petits bouts de terre figurant sur d'anciennes cartes. Si contours du monde arctique ne sont donc pas totalement figés, la cartographie a grandement progressé depuis les premières explorations. B. La recherche des routes maritimes. En 1494, alors que la redécouverte des Amériques par Christophe Colomb suscite un regain d'intérêt pour l'exploration vers l'ouest, la suprématie navale de l'Espagne et du Portugal empêche les autres puissances d'invalider le traité de Tordesillas qui organise, sous l'égide du pape Alexandre VI, le partage du Nouveau Monde entre les deux pays de la péninsule ibérique. L'ouverture de routes maritimes plus courtes passant par le nord et menant vers les Indes, l'une devant contourner l'Amérique, l'autre longer la Russie, apparaît dans ces circonstances comme un moyen d'échapper à leur emprise. La première option est immédiatement retenue par le roi Henri VIII d'Angleterre, qui s'attache à cette fin les services du navigateur vénitien John Cabot. En juin 1497, celui-ci n'atteint pas l'Asie mais accoste probablement à Terre-Neuve et devient le premier d'une longue lignée d'explorateurs à chercher le passage du nord-ouest et à se perdre dans les méandres gelés des 36 000 îles qui composent le Grand Nord canadien, parfois jusqu'à y laisser la vie. En 1500 et 1501, le Portugais Gaspar Corte-Real s'engage à la demande de son roi, Manuel Ier. Il disparaît après avoir touché les côtes du Labrador, désigné en son hommage Terra Corte-Real sur les cartes de l'époque. Le Florentin Giovanni Verrazzano, pour le souverain français François Ier, et le Portugais Estevão Gomes, pour Charles V d'Espagne, tentent chacun l'aventure en 1524. Le premier accoste à Cap Fear, la pointe la plus méridionale de la Caroline du Nord, États-Unis, et se dirige au nord jusqu'à la péninsule de Bonavista sur le flanc est de Terre-Neuve. Le second mouille en Nouvelle-Écosse, puis choisit de redescendre vu les conditions déplorables de navigation. En 1527, Henri VIII demande à John Ruth de poursuivre les efforts de Cabot, décédé en mer. Il ne parvient pas non plus à trouver l'entrée du passage, mais fournit au royaume des informations utiles sur les côtes nord-américaines. Enfin, entre 1534 et 1536, le Français Jacques Cartier remonte le fleuve Saint-Laurent au cas où il permettrait un chemin au travers du continent. Il s'arrête à hauteur d'Hochelaga, futur Montréal. À la fin du XVIe siècle, la quête devient principalement anglaise et vise à soutenir la colonisation. Mandaté par la reine Élisabeth Ier, le flibustier Martin Frobisher accoste sur l'île de Baffin en 1576.
Le détroit qui sépare celle-ci de l'ouest du Groenland est ensuite cartographié par John Davis entre 1585 et 1587, conduisant Henry Hudson à y chercher une entrée en 1610. Il s'engouffre vers le sud dans la baie qui porte désormais son nom, mais le gel oblige l'équipage à hiverner. Au retour du printemps, Hudson souhaite prolonger l'exploration tandis que ses hommes, éreintés, s'y opposent. Une mutinerie éclate et le chef d'expédition est abandonné, avec d'autres, dans une chaloupe. Personne ne les reverra. Malgré ce drame, le roi Jacques Ier ordonne à Thomas Button de prendre le relais. Il revient à Londres en 1613 convaincu que la baie d'Hudson est fermée, mais que la direction des courants indique un passage plus au nord. Suivant cette hypothèse, William Baffin s'aventure à l'ouest du détroit de Davis. En 1616, après avoir longé le Groenland, il découvre deux grandes îles, celle d'Elmer et celle à laquelle il laisse son nom. Entre les deux, il aperçoit le détroit de Lancaster sans réaliser qu'il s'agit de l'entrée tant espérée. Luke Fox ne s'en préoccupe donc pas lorsqu'il part en 1631 et rentre logiquement décontenancé. Un coup d'arrêt est donné aux investigations. Elles reprennent au milieu du XVIIIe siècle, quand le parlementaire irlandais Arthur Dobbs convainc le roi George II que le détroit de Roswell-Combe, au nord-ouest de la baie d'Hudson, serait le point de départ d'une voie navigable vers l'Asie. Pour mener à bien son entreprise, il obtient le soutien de la Compagnie de la baie d'Hudson, fondée à Londres en 1670 afin d'organiser la traite des fourrures dans cette partie du monde. La première expédition est conduite par le capitaine Christopher Middleton entre 1741 et 1742. Arrivé au détroit de Roswell-Combe, celui-ci constate qu'il donne sur la baie de Wagé et qu'elle n'offre aucun débouché. Dobbs est furieux et croit en une manipulation de ses partenaires. Il monte alors une seconde mission en 1746 qui comprend 2 navires. William Moore commande le Dobbs galéier Francis Smith, le California. C'est un fiasco, les capitaines se querellent et les matelots tombent malades. Leur seul point d'accord est la confirmation que la baie de Wagé ne mène à rien. Aux grandes dames de Dobbs. Au lendemain des guerres napoléoniennes, la Grande-Bretagne devient la première puissance mondiale et sa marine domine les océans. Elle compte dans ses rangs des officiers avides d'exploits que la presse ne manque pas de populariser, ce qui contribue à remettre la conquête de l'Arctique au goût du jour. John Ross, retiré de la Royal Navy, lance les hostilités. Il redécouvre le détroit de Lancaster, 200 ans après Baffin, et y pénètre jusqu'au cap Warrender avant de faire demi-tour, croyant à tort apercevoir des montagnes qui barrent la route. William Edward Parry, qui l'avait accompagné, se révèle plus audacieux. Il franchit le cap en 1820 et explore les îles qui formeront plus tard les îles de la Reine Élisabeth. Mais comme souvent, les glaces bloquent la route. Pour contourner cette difficulté, John Franklin choisit de mener des expéditions terrestres, d'abord en accédant au nord du Canada via la rivière Coppermine, 1819 à 1822, puis en voyageant le long du fleuve Mackenzie pour explorer les rives de la mer de Beaufort, 1825 à 1827. Des avancées significatives sont accomplies grâce à lui dans la cartographie des côtes américaines septentrionales. Franklin décide de poursuivre son travail par la mer. Il quitte l'Angleterre en 1845, emmenant 2 vaisseaux, l'Erebus et le Terror qui ont fait leurs preuves en Antarctique sous le commandement de Ross et qui sont dotés d'un équipement dernier cri, coque renforcée, moteur à vapeur, gouverne de direction à hélice métallique et chauffage. Pourtant, le piège des glaces se referme sur les équipages et les contraint à séjourner 2 hivers sur l'île du roi Guillaume, puis à essayer de rejoindre la civilisation à pied. Sans nouvelles, la Grande-Bretagne s'inquiète et enchaîne les missions de sauvetage. En vain. Sur les 129 personnes embarquées, aucune ne survivra. Selon les enquêtes, le froid, la famine, le scorbut et l'intoxication par le plomb des conserves alimentaires mal stérilisées sont à l'origine de la tragédie. Paradoxalement, la perte de l'expédition ajoute beaucoup plus de connaissances que son retour ne l'aurait permis, note Richard Syriax, les secours ayant cartographié des milliers de miles de côte et rencontré diverses communautés inuites. Elle provoque en revanche une désaffection pour la région. C'est pourquoi, lorsque le Norvégien Roald Amundsen décide de se lancer dans l'aventure au début du XXe siècle, son projet trouve peu d'écho et de subventions. Il quitte même précipitamment le port de Christiania, Oslo, la nuit du 16 juin 1903,
afin d'échapper à un créancier. 6 hommes seulement embarquent avec lui sur le Jejuo, un bateau de pêche d'une vingtaine de mètres. Plus petit que les navires habituellement utilisés pour des expéditions polaires, son faible tirant d'eau lui permet cependant de se mouvoir dans les zones de haut fond, fréquentes en Arctique, et son moteur à essence de 13 chevaux est un luxe à cette époque. Amundsen croise en mer de Baffin, franchit les détroits de Lancaster et de Peel, puis ceux de Ross et de Ray, et mouille près de l'île du roi Guillaume. Là, il hiverne pendant 2 ans afin d'effectuer des observations magnétiques et météorologiques, et d'apprendre les techniques de déplacement et de survie des Inuits. Ensuite, il lève l'ancre, passe les détroits de Dease et d'Union, vogue en mer de Beaufort et double finalement le détroit de Bering à l'été 1905, devenant le premier à parcourir en intégralité la route du Nord-Ouest. Malheureusement, les difficultés de navigation rendent l'entreprise commercialement inexploitable. Cela explique que le fait d'armes d'Amundsen, accueilli en héros dans son pays nouvellement indépendant, ne soit pas réitéré avant 1977 par le néerlandais Willy de Roos. Le passage du Nord-Est, également appelé route maritime du Nord, fut moins recherché. Les régions environnantes ont d'abord été explorées par les peuples autochtones, chasseurs et pêcheurs côtiers, avant que les pays européens s'intéressent à une voie alternative pour commercer avec la Chine et l'Inde. En 1551, tandis que le passage du Nord-Ouest est délaissé après les multiples échecs, les navigateurs britanniques Sébastien Cabot, Richard Chancellor et Hugh Willoughby fondent une compagnie pour trouver son pendant à l'Est. Une flotte de 3 bateaux quitte Londres 2 ans plus tard, mais une tempête les sépare au large de la Norvège. Dirigée par Willoughby, la Bona Esperanza et la Bona Confidentia joignent la Nouvelle-Zélande par la mer de Barents avant d'être emprisonnés dans les glaces aux environs de Mourmansk, condamnant leurs équipages à mourir de froid. Le Édouard Bonaventure, sous la supervision de Chancellor, connaît un sort plus enviable. Porté par les eaux vers la mer Blanche, il remonte la Devina septentrionale jusqu'à un monastère construit près d'Arkhangelsk. Chancellor est alors invité à Moscou pour une audience avec le tsar Ivan IV. La longueur du trajet, 1000 km, est à la hauteur de la récompense. Un accord commercial entre leurs pays respectifs est conclu et la société est rebaptisée pour l'occasion Compagnie de Moscovie. En parallèle des initiatives britanniques, les Hollandais s'emploient aussi à développer leurs relations économiques avec la Russie. À partir de 1594, Willem Barents essaie d'ouvrir le fameux passage en partant d'Amsterdam. S'il concourt à améliorer les connaissances géographiques de la région, il se heurte au détroit de Lougor qui sépare l'île Vaïgatch de la côte russe. Au cours de son dernier voyage, il contourne la Nouvelle-Zélande par le nord afin d'en cartographier les bords lorsque son navire se retrouve piégé, comme le furent ceux de Willoughby. L'équipage doit hiverner et repart au printemps suivant. Barents s'est entre-temps affaibli et meurt sans revoir sa patrie. L'incapacité des Européens à pousser à l'est de la mer de Kara provoque la suspension des recherches pendant près d'un siècle. Ce temps est utilisé en Russie pour mettre en valeur les 3 grands fleuves de l'espace sibérien que sont l'Obe, l'Ienisseï et la Lena, afin qu'ils fassent la liaison entre le littoral arctique et l'arrière-pays. Puis, peu avant son décès en 1725, le tsar Pierre le Grand lance un vaste programme d'exploration de l'est de l'Empire et de sa façade maritime, que reprend et précise sa successeur, Anna Ivanovna. Les connaissances acquises doivent permettre de mieux administrer et exploiter cette partie du territoire national. L'un après l'autre, il charge le Danois Vitus Bering de la supervision de 2 expéditions, la seconde étant communément appelée la Grande Expédition Nordique, en raison des milliers de personnes engagées, de sa durée décennale, 1733 à 1743, et de l'ampleur des fonds débloqués, équivalent au 6e du budget annuel russe. Depuis le port d'Okhotsk, l'officier découvre successivement le détroit de Bering, l'Alaska et certaines des îles aléoutiennes. Il confirme ainsi que les continents eurasiens et américains sont disjoints, ignorant qu'un trafiquant de fourrure, Simon Dejnev, l'avait déjà démontré officieusement en 1648. Mais il meurt d'épuisement, sans avoir réussi à dépasser la pointe est de l'Asie et à trouver l'entrée d'un passage océanique vers l'Occident depuis l'Extrême-Orient. Par la suite, d'autres expéditions notables partageant le rêve d'une telle route commerciale reviennent bredouilles. Celle de 1764,
organisé par le scientifique Mikhail Lomonosov et dirigé par Vassili Tchitchagov, en sa qualité de commandant adjoint du port d'Arkhangelsk. Celle de 1785, menée par le Britannique Joseph Billings pour le compte de l'impératrice Catherine II et qui, malgré sa durée de 9 ans, se solde par un modeste bilan exploratoire. Celle encore de 1819, conduite par Ferdinand von Wrangel et Fyodor Matyushkin, qui permet toutefois de décrire l'espace entre l'Indigouirka et la baie Kolyuchinskaya, dans la mer des Tchouktches, et de récolter de précieuses données sur les ressources naturelles et les populations indigènes. Celle enfin de 1820, par laquelle le lieutenant de marine Piotr Fyodorovitch Anjo répertorie les côtes et les îles situées entre les fleuves Oleniok et Indigirka qui délimitent l'est et l'ouest de l'actuelle République de Sakha. Au terme de ces essais infructueux, c'est à Adolf Erik Nordenskjöld, né dans le Grand-Duché de Finlande, qu'il revient d'emprunter pour la première fois la route maritime du Nord, de l'Atlantique au Pacifique. Parti de Göteborg avec un petit bateau à vapeur, la Vega, il traverse la mer de Kara, longe la façade sibérienne, franchit la pointe de la péninsule de Taïmyr puis le delta de la Lena dans la mer de Laptev. Un seul jour de navigation le sépare du détroit de Bering quand sa course est interrompue par les glaces, dans la baie Kolyuchinskaya. Après un hivernage sans péripéties, le navire atteint Yokohama au Japon le 2 septembre 1879. L'exploit n'est renouvelé que 40 ans plus tard, par Roald Amundsen. Il appareille de Christiana le 24 juin 1918 et arrive à Nome, en Alaska, le 27 juillet 1920, au bout d'une traversée éprouvante, un bras cassé, le dos lacéré par un ours et une intoxication au gaz carbonique, qui fait de lui le premier homme à boucler en 2 temps le tour de l'océan Arctique. C'est la course au pôle. Au milieu du XIXe siècle, atteindre le pôle Nord géographique devient d'une priorité. L'idée qu'il serait situé dans une mer libre de glace, une Polynie, est partagée par la plupart des géographes. L'écrivain Jules Verne la popularise en faisant l'élément central de son roman Les Aventures du capitaine Hatteras, publié en 1866. L'hypothèse justifie plusieurs expéditions devant trouver une voie vers ce lieu réputé inaccessible. Aucune n'y parvient. Pire, l'une des tentatives se solde par un désastre. En 1881, le Jan Test broyé par les glaces au large de la Nouvelle-Sibérie, condamnant les naufragés à marcher sur la banquise dans l'espoir de rallier la civilisation. Affamés, ils sont réduits dans leurs derniers instants à consommer le cuir de leurs bottes. Dans son malheur, le bateau livre pourtant une information capitale. Les débris de l'épave sont retrouvés au sud-ouest du Groenland, très loin du lieu du drame. Le Norvégien Fridtjof Nansen en déduit l'existence d'un courant marin qui déplace la banquise, et grâce auquel il est envisageable de triompher de cet enfer blanc. Pour le démontrer, il imagine un navire sans quilles, à fond presque plat et capable de se soulever lorsqu'une pression est exercée sur sa coque. En 1895, son compatriote Hjalmar Johansen et lui se laissent ainsi sciemment dériver à bord du Fram, frôlant le pôle. Ce n'est qu'au XXe siècle que le sommet du globe se livre. Non sans controverse d'ailleurs. À 1 an d'écart, 2 Américains prétendent l'avoir atteint. Frederick Cook, le 21 avril 1908, et Robert Peary, le 6 avril 1909. Le Congrès des États-Unis tranche en faveur du second, plusieurs indices indiquant que le premier a maquillé son itinéraire. Peary reçoit seul les honneurs car celui qui l'accompagne, en dehors des guides inuits, est afro-américain, Matthew Henson. La course au pôle n'est pas une marche contre le racisme. Elle n'est pas non plus une science exacte. La découverte ultérieure d'une copie du journal du vainqueur officiel révèle que ces estimations étaient aussi probablement faussées. Le débat ressurgit parfois, sans qu'il soit possible de le solutionner définitivement, car aucun explorateur ne disposait d'instruments pour mesurer sa position géographique avec exactitude. Dans ces circonstances, le Britannique Wally Herbert est parfois présenté comme le premier à se rendre au pôle avec son équipe, par voie terrestre. Ironie de l'histoire, il le fait en 1969, à l'occasion du 60e anniversaire de l'expédition de Peary. L'être humain accède au pôle Nord à pied l'année où il le pose sur la Lune. Ce qu'Herbert accomplit grâce au traîneau à chien en 1969, Roald Amundsen et l'Italien Umberto Nobile l'ont déjà fait en 1926 par les airs, à bord du dirigeable Norge,
faisant du Norvégien le premier homme à s'être rendu aux deux pôles, puisqu'il a déjà atteint celui du Sud. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.